Ici, Alpha Janil, hello, salut, double blanc. Comment allez-vous? Allez, au revoir. Merci pour le chapeau. Ça couvre ma calvitie. Ça va te faire. Que je fais les flights ou là. Alors, c'est un autre. Ok, on a publié. À ce point, je l'ai pas vu. J'ai pas vu sa publication. Eh ben, j'imagine. Hein. Est-ce qu'il y a des moments de pointe comme ça, double blanc, sur les Philly Flight? Eh, 6-7, 7-7, c'est bien. C'est bien. Oui. Ben oui, c'est là où les gens achètent le plus Belek. Zizou, salut. Ici, il fait de la chaleur, non? Putain. À la limite anormale. Mais supportable, comme ça. Salut, salut, salut. Vous avez vu le revers au sujet du survivant? Ils sont en train de l'accuser. Il y a même une vidéo qui montre que, juste après l'impact, qui se dirigeait vers le site, et ensuite il ressort de l'autre côté. Il a été filmé. Bon, si c'est... Ouais, les valises, ouais. Si ça se confirme, c'est vraiment pas honnête de sa part. Hein. Il voulait profiter des indemnités, quoi. Yes, Channel. Après, je vais t'envoyer le truc. Thank you pour le bouquet de fleurs. Merci, Double Blanc. Je t'enverrai, Channel. Même, je vais là. C'est Samy qui me l'a envoyé. Salut, DZ. Donc là, il y a le crash. Bon, on peut rien dire. À part que ça se précise un petit peu de plus en plus que... de toute façon, ils ont perdu les deux moteurs, ça c'est clair. Donc, mais c'est dû à quoi? Et je te parlais, oui, sur le survivant, là. Je vais vous l'envoyer. Bientôt les vidéos montrant que ce gars-là se dirigeait vers le site quand il y a eu le truc, se diriger, et ensuite il ressort de l'autre côté. Il ressort du côté de... Et après il fait un semblant d'être... Bon, si ça se précise encore une fois, c'est vraiment malhonnête de profiter d'un truc comme ça. Puis bon. Il y a des gens comme ça, qu'est-ce que je te dis, hein, c'est un petit peu normal. Sinon, ça se précise effectivement que bon, ben, il y a eu la perte de deux moteurs. Maintenant, pourquoi? Point d'interrogation. Ça peut être différentes raisons, donc il faut attendre le rapport. Ça peut être fuel contamination, burst strike, flamme out des deux réacteurs. C'est juste à regarder s'il était sur la liste des passagers. Non, je pense qu'ils ont vérifié, bon, ils n'ont rien voulu dire. Il n'était pas apparemment. Je pense qu'ils ont, d'après les dires, il a été arrêté. D'après les dires. Maintenant, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se démontent, il y a des choses qui... Hein. Moi, je travaillais chez Algérie aussi.
Oui, oui. C'est une piste aussi, le fuel contaminé, c'est possible. C'est une région où tout est possible, hein. Parce que à la mort de deux réacteurs, eh ben, c'est pour que ça arrive. Putain, c'est toujours le même thème dans la douane. C'est parlons aviation. Et ça va faire polémique, hein. Si ça se confirme que c'est le fuel, ça va faire un gros problème au niveau de la compagnie, hein, chez eux. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont en train d'arrêter de mettre en stand-by les avions pour l'instant et de vérifier tout ça. En tout cas, c'était pas joli, hein. Responsabilité de l'organisme qui s'occupe du fuel, qui c'est pas obligatoirement l'aéroport, parce que ça du UHS. Celui qui s'occupe du fuel, c'est un organisme spécialement dédié à ça, qui n'a rien chez, enfin, en Algérie, c'est Naftal. Et mais Naftal est tenu de vérifier ces citernes, de faire des investigations avant de remplir les bacs et tout, hein. Donc, rien n'est précis encore, Maran. S'ils vont reprendre des avions d'Assidi ou bien pas, ou bien, je sais pas. On verra plus tard ça. Non, problème de poids, non. C'est un avion qui décolle à 227 tonnes, point 9, le 800. Donc il était en dessous de ça, donc il n'y a pas de probabilité à la limite, presque. Mais sans problème, il peut décoller, sans problème, même à des températures de 47, 40, jusqu'à 48 degrés, il n'y a aucun problème pour ça, en fonction des performances du jour, quoi, des paramètres. HS, on ne peut rien dire. C'est une des histoires. Je ne pense pas que ce soit une erreur de pilotage. Moi, j'exclus cette éventualité. Personnellement, je l'exclus, hein. Parce que, disons, c'est pas. Les deux, c'est pas des novices. Ouais, un novice, mais il est quelque chose. Il avait 1100 heures de vol. C'est pas mal sur un avion, comme pour un pilote. Donc, non. Non, le wind shear, si tu veux, il faut ouvrir, sauf le crash, encore une. Encore une. Oui, oui, la rate a été déployée. Bah, la rate a été déployée, c'est une conséquence de moteur éteint. Flamme X, pour X raisons. Dual hydraulique fail, leak ou la fail, dual flamme out, perte électrique totale. Bon, la rate se déploie exactement. Et tu me dis, Redouane, je t'attends vers les hypothèses wind shear. Non, wind shear, d'abord, les conditions du jour ne donnaient pas un wind shear. Parce qu'effectivement, quand il y a un wind shear, au décollage, on ne fait pas rentrer le train, un truc. Mais là, juste après décollage, s'il a eu le flame out, ou le burst strike, ou le fuel contamination, extinction des deux réacteurs, au lift-off, enfin, pas au lift-off, il a eu à 400 et quelques, la rate sort, et il essaye de se débrouiller comme il peut pas faire grand-chose entre eux. Vraiment pas grand-chose, hein. Sauf s'il a straight devant lui un terrain plat, ou là, il n'a qu'à essayer de faire un beau crash, si j'ose dire. Mais leur sort était scellé, hein. Non, non, il n'était pas en overweight, Sky Blue. Quand on voit les trucs, il n'était pas en overweight. Oui, c'est un avion qui prend 227 tonnes 900 au maximum take-off weight. Et c'est un avion qui était à 242 passagers. Donc il n'y a aucun problème. Et pour un vol sur Gatwick qui prend 9 tonnes, tu fais les calculs comme tu veux, tu n'atteins pas les 227 tonnes.
même avec 13 tonnes de bagages. Question, pourquoi les PNT n'aiment pas les PS? Mais qui c'est qui t'a dit ça? C'est merde. C'est faux ce que tu dis. Attends les résultats d'analyse de la boîte. Oui, ça c'est sage, c'est ce qu'il faut. Et pas seulement dans les détails. Les boîtes noires vont déterminer et le flight data recorder, c'est-à-dire tout le profil du vol du décollage jusqu'au crash, et le CVR, le cockpit voice recorder, ce qui a été dit, les checklists qui ont été demandés, s'il y a eu un problème, ça va se dire. Hein. Et comme tu dis, effectivement, tout avion digne de ce nom est considéré pouvoir décoller au maximum take-off weight avec N-1. C'est là la certification de cet avion. Avec N-1. Maintenant, s'il décolle et il perd pour X raisons les deux moteurs, ça dépend de l'altitude dans laquelle il est. S'il est pratiquement, s'il est à 5000 pieds, il peut revenir se poser, même avec les deux moteurs HS. Alors, on a fait des exercices comme ça au truc. Jenny, Captain, il est à Oran. Oui, j'ai vu qu'il était à Oran. Il a fait Jeddah à Oran, je pense. Salut, Sidi Saïd. Voilà. On va se descendre une cigarette. On va se descendre. Je suis à l'écoute. Hein. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Plateforme, je raconte tout. J'ai des amis qui me racontent tout. C'est bien, c'est quelle plateforme hein? Eh bien, c'est bien. Comment ça se passe chez Emirates? Bonne compagnie. 5 stars. Sur quel avion? شكرا تخرج. Sur quel avion? Samir. Emirates n'a pas de 787. Double blanc, tu confirmes? Ok. Viens nous le dire, viens. Alors, puisque tu es pilote, soi-disant sur 787, d'accord? Si tu es pilote, alors dis-nous, d'après toi, Samir, toi qui es pilote sur 787, chez Emirates, quelle est ton analyse quant au crash de Air India? Même si tu copies sur ce qui a été dit avant par les autres et tout, c'est pas un problème. On va le prendre. شوف واحد اللي يبدا بلو واحد اللي يبدا بلو يقول لك avant de se présenter يقول لك pourquoi les PNT n'aiment pas les PNC. Ensuite يقول لك je suis pilote chez Emirates. Déjà un pilote ne dit jamais ça, même s'il le pense.
Oh, il a trouvé, pas une technique, pas un Star Pick 1678, 90 000. Le douane hollandais, dans les FSB, tu veux travailler? Eh ben, c'est bien. On va faire monter le Hadj Violin. On fait monter le Hadj Violin. Salut Nourdine, Oui, ça va. salut les amis. Ça va, et toi? Ça va, ça roule. Eh ben, Alors, je demande. pour cette histoire de d'accident de... Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, cette histoire de FADEC, là. Écoute, j'ai vu ce qui a été dit à ce niveau-là. Ouais, Mais en tout cas, sur Airbus, avec, pour qu'il t'éteigne les réacteurs, il peut, hein, il peut. ouais. Il faudrait que tu aies un problème de l'enhanced vibration, c'est-à-dire le VMU. Mhm. Et il faudrait qu'il intervienne sur les deux channels, parce qu'il a deux channels par each. Ouais, Pour que ça arrive, il faut vraiment qu'il y ait le VMU qui s'en branle, qui va faire des siennes, sur les deux réacteurs en même temps. ouais. Et que les deux channels des deux systèmes A et B partent. Là, je lisais, enfin, d'après ce qu'ils disent, normalement, il y a un alternateur à aimant permanent sur le moteur. Donc, tant que le moteur tourne, même si l'alimentation normale du FADEC est perdue, il y a l'alimentation secours du FADEC qui fonctionne. Exact. Alors, à moins qu'il y ait eu un défaut majeur, apparemment, bon, ils ont parlé d'une histoire de flotte qui aurait fait d'un court-circuit ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas évident. Mais enfin, en tout cas, Évidemment. euh, apparemment, il y avait aussi, j'ai lu le truc un peu en diagonale, mais il y avait aussi un problème de maintenance là-dessus, apparemment. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Ils ont fait Ouais, sortir un petit peu les bribes. Des bribes. ouais, Il a eu des problèmes maintenant sur deux escales. ouais. Le technical log, il semblerait sur le système, il apparaissait, il faisait apparaître des anomalies. En tout cas, s'il s'avère qu'au final, c'est le FADEC qui a coupé les moteurs, il faut revoir le FADEC. Moi, je te dis, hein, Ouais, j'ai lu ce qui se disait sur le ouais, plateau. En fait, ce qu'il avait dit Nsib, Wardi et trucs et tout. ouais, Euh, Personnellement, je ne vais pas m'avancer sur l'histoire du 87 parce que moi, je ouais, peux ouais, parler de 330. ouais, En aucun cas, je te dis, en aucun cas, le FADEC ne va te couper le moteur que s'il sent qu'il va te mettre en danger ce moteur quand il tourne. ouais, exact, voilà. Donc, c'est ça le principe du FADEC. Oui, bien sûr. Mais D'ailleurs, écoute, bon, on va politique. pas comparer les avions, mais je sais Voilà. que sur un DA40 là, sur un petit DA40 récemment, Oui, lors d'un vol d'essai justement, après changement de moteur, ils ont eu un problème de FADEC et le FADEC il a coupé le moteur. oui, parce que Bon, rien à comparer, hein, on va pas comparer un 87 avec un DA40, mais je veux dire, dans la file, dans la file, ouais, mais tu sais, tu sais, on a fait des. Moi, je me rappelle très bien. Au CIMU, on a fait tous les cas de figure du FADEC. C'est-à-dire que on est même arrivé à lui dire ça y est, tu n'es plus full automate, tu n'es rien, tu n'existes plus dans la vie. Et même avec ça, le FADEC lui-même prenait des pincettes pour te dire non, je vais t'arrêter le réacteur. Faut te dire. ouais, ouais, Bon, maintenant, le principe du 87, personnellement, je ne peux pas m'avancer. Samy peut en parler peut-être, oui, oui, lui, oui, mais bon, oui, pas moi, je ne peux pas. pour Zara Sidi Saïd, oui, le DA40, c'est le Diamond DA40, oui. On va voir des. Attends, drapeau algérien. Allô? Allô, Oui. bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Déjà, d'abord, quel âge tu as, s'il te plaît? 13 ans. 13 ans, s'il te plaît, je préfère, parce que ta voix, elle va poser peut-être problème. Mais vas-y, pose la question, vas-y.
Vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Depuis, ça fait déjà 3 ans que je suis à la retraite. Depuis Et 2020. vous avez toujours volé sur A330 ou vous avez été sur ATR ou Boeing? Il n'y avait pas d'ATR en montant, il y avait les Fokker 37-200, Mhm. 37-800, 67 et l'Airbus 330. Ouais, ok, Donc, voilà. d'accord, merci. Et toi, Ouais, c'était juste ça ma question. tu es au CEM, Oui, tu es au collège. oui. Quelle année? Deuxième année de collège. Très bien. Ça t'intéresse l'aviation? Oui, j'aimerais bien devenir pilote. Eh ben alors tu dois travailler, tu dois bien travailler et faire en sorte d'y arriver. Donc d'abord décroche ton bac, va à l'université, fais un deuxième plan et Hmm, voilà, il n'y a pas de raison, hein. ok, merci. C'est très gentil. De rien. Au revoir. Très bien. Ciao. Oui, Zara, c'est un type d'appareil, c'est un petit monomoteur d'entraînement. C'est un avion école, quoi, avec un moteur diesel, équipement très très sophistiqué, tableau de bord numérique, ça est très très bien, un très bon avion. Ça y est, normalement, ils n'ont plus la coupure, non? Ça y est, c'est terminé aujourd'hui, là. Ça là-dessus, je sais pas. On est le 19. Le bac, il est fini aujourd'hui, je pense. Oui, c'est comme ceux d'ATS, oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme temps, JB, là-bas? Il fait chaud aussi? Chaud, oui, il fait très chaud, on est à 34 là. Précise que JB, c'est un diesel qui... on dit jet, ouais, jet A. Absolument, c'est un diesel qui fonctionne au Jet A1. C'est un moteur Mercedes, c'est un 4 cylindres Mercedes, turbo. C'est très sophistiqué, bon, avec évidemment avec un FADEC, avec hélice à pas variable, donc, mais hélice à pas variable avec une seule manette, c'est-à-dire que c'est entièrement automatique. Voilà. On n'a que la manette de poussée, de puissance, quoi, qui fonctionne, et le reste, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que le pas se règle pour décollage. En fonction, doit se régler en fait en fonction de la vitesse. Je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas fait la qualif, hein, mais c'est entièrement automatique. Ouais. Dommage, l'autre, il n'est pas avec l'américain, Captain Steve. Ouais. Il est parti depuis le crash, il est parti sur plusieurs scénarios. Mais bon, s'il était dans le truc, je l'aurais invité. Il n'est pas dans le chat, il n'est pas dans le, Mhm. il n'apparaît pas, quoi. Moi, je trouve qu'il s'est beaucoup avancé dès le départ, hein. Je trouve Ouais. qu'elle a été très loin. Ça m'a paru quand même très, très un numéro d'équilibriste, ça, hein, parce que Tu sais, tu te rappelles, c'était le lendemain, on avait fait le live, c'était le lendemain, je pense. non, ou sur le lendemain, ouais. Ouais, bon. On est parti sur un truc très simple. Il est probable que les deux réacteurs soient arrêtés. Voilà, Point. c'est tout. Maintenant, pourquoi ils sont arrêtés, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'est le Voilà, gros c'est tout. point. Voilà. Euh, Maintenant, bon, d'après les vidéos qu'on a vues, etc., c'était très difficile de voir s'il y avait eu un élément extérieur tel que une collision aviaire ou quoi, ou qu'est-ce qui s'était produit, mais enfin bon. Alors oui, Zara, elle a une question. Allez-y. J'ai dit, vas-y. Alors, vous étiez déjà arrivé de piloter un avion sans autopilot. Bien sûr, bien sûr. En réalité, les avions sont faits commerciaux sont faits pour voler avec des autopilotes. Maintenant, si on vole l'autopilot pour X raisons, bon, de toute façon, il y a deux, et il y a des avions où il y a trois, comme le 67, si pour une raison ou une autre, il y a une différence de l'autopilot, eh ben, il faut le manager manuellement jusqu'à l'arrivée, espérant que ce ne soit pas des très longs vols comme Pékin ou... d'accord. Et bon, c'est faisable. Moi, il m'est arrivé sur un avion avec un seul autopilote de tomber avoir une panne d'autopilote. Ben, on a fait à peu près,
2 fois 1h50 de vol sans pilote automatique. Hein. Ouais. C'est pas simplement bon. C'est-à-dire que le problème, non, comme il y en a un qui dit ça reste compliqué avec les turbulences, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les turbulences, c'est rien du tout. C'est qu'il y a un des deux pilotes qui est totalement concentré sur le pilotage. Ça veut Absolument. dire que ça fait moins de vigilance environnementale dans le cockpit. C'est surtout ça le problème. Exact. Voilà. Sarah, attends, tu dis, tu as posé la question 25 du mois. Oui, c'est aux alentours du Ouais. 25. Le planning, il est affiché pour le mois d'après. C'est pour ça que quand on dit que c'est un métier qui est un peu particulier au point de vue des horaires, etc., ça veut dire que ce n'est que le 25 du mois, tout au moins dans la compagnie qui nous a employés. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais ce n'est que le 25 du mois que vous savez ce que vous allez faire le mois suivant. C'est-à-dire sur un mois de 30 jours, ben, vous savez 5 jours avant quand est-ce que vous serez libre ou quoi que ce soit là. Alors ça, c'est un peu problématique pour la vie sociale. Voilà. Mais on s'y fait très vite. Hein. Surtout quand on sait qu'il y a des périodes où il y a pas de congé, même si tu les demandes. Vous appelez pour le 60 heures bientôt. Oui, probablement. Probablement. On est quoi? On est le 19. Oui. Si vous convoquent, donc ce sera. Non, ils vont vous convoquer parce que ça va permettre aux gens d'avoir du repos. Donc les 60 heures, ça dépend combien vous serez. Ça va permettre à libérer quelques-uns pour l'été. Salut, Hussein. Oui, oui, double blanc. Oui, trim becomes your best friend. Yeah, that's for sure. Anthropologue, salut. Oui, Adouane. ben, c'est avec plaisir. Hein, Captain, je ne sais pas comment. Bonjour. Voilà. Salut, Oui, Adouane. Edouane, salut. Bonjour, Captain. Good. Si je peux prendre la parole, s'il vous plaît. C'est pour ça que tu es monté. Voilà, merci, Captain. Je voulais juste faire, comment dire, l'analyse, le crash. Je voulais prendre l'hypothèse نسرحوا كاع vers le côté technique. Ouais. أنا حبيت ندير un tableau comparatif, erreur humaine, erreur technique. Ouais. Donc, peut-être l'erreur technique a induit l'équipage l'erreur. Ça veut dire le mauvais analyse, avec le moment T, qui sera fait l'erreur, l'équipage, peut-être, ils ont mal réagi par rapport à l'erreur. Par exemple, l'extinction t'as les deux moteurs, exemple, peut-être ما شافهاش في simulateur. كي تشوف le nombre des heures تاعهم, انت عندك 36 mois pour compléter le programme. تاعك تاع simulateur concernant la formation. Donc à l'instructeur qui chauffe le dossier تاع le candidat, تاع l'apprenant, عنده les exercices تاعو يبداو في الديبut تاع l'année تاعو تاع الكاليف الاولى, il va pas faire des exercices كيما نقولوا en anglais complexes. Ça veut dire mais يروحش les exercices اللي فيهم beaucoup d'expérience. Oui. Je préfère t'arrêter dès maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tu es Pourquoi, parti. monsieur? Parce que tu es parti loin en avançant des hypothèses qui ne peuvent pas être vraies, sauf si tu étais avec des preuves tangibles, écrites noir sur blanc sur un programme. Il faut savoir que le programme simulateur de tous les pilotes et de Oui. tous les avions, il y a des skills, ce qu'on appelle des protocoles, qu'il est obligé de faire. Dans les protocoles, il y a ce qu'on appelle des mandatory. Les mandatory, c'est une obligation. Dans toutes les séances de recyclage ou de qualification, il y a les mandatory. S'il ne passe pas ces mandatory, il ne peut pas aller plus loin. Directement fail, il refait, tac, 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 tac. Donc, elle dit, hypothèse à enlever, ils n'ont pas su, ils n'ont pas fait aussi but, elle dit, mais qu'est-ce que là?
Non, je voulais dire par rapport à l'extinction, t'as les deux moteurs en même temps. Oui, oui, oui. Ben, ça, on le fait au simulateur, on le faisait. Mais ما نديروش في المانداتوري Si, l'extinction c'était des deux mandatory. moteurs. C'était mandatory. Chaque 6 mois. Oui, pour le capteur, c'était mandatory, oui, monsieur. Mais par rapport, parce que علاش كاين des choses, je sais pas, par exemple par rapport au Boeing. À la fin, كيما نقولوا في QRH, كاينه une phrase يقول لك باللي كاين des choses راح يصراو des erreurs peut-être qui sont pas couverts par le QRH. Oui. Mais ça, هنايا يفتحوا لا فenêtre l'équipage. انا non c'est pas على بالي كيما نقولوا انا جرب بديت من الاخر. Je voulais pas dire ça mais حبيت نقول باللي كاين des choses يصراو في لافيون au moment نتا اللي ما تسناهمش. On s'attendait pas يصراو des pannes complexes ما نسناوهمش. كاين pardon capitaine. profil. Tu es pilote? Je suis pilote, oui, monsieur. Sur quel avion? Je suis sur un Dash 8 400. D'accord. Tu fais du simu. On fait des simu, oui. Tu fais des vols locaux, tu as fait une qualification, tu as une QRH, et tout. Oui, Bon. Par principe, en tant que pilote, il faut qu'il le sache. Le pilote, quand il sort de chez lui, justement, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais par contre, il est formé pour faire face à tout ce qui peut lui arriver. oui, هذه حاجة معلومة. Et au simulateur, je ne sais pas si le Dash, vous ne le faites pas en mandatory, je peux en aparté t'envoyer un skill, le simu complet à les 6 mois, où il y a en mandatory le N-1, le N-2, all, le ADR, all ADR, etc., etc., etc. C'est fait en telle sorte que dans l'année, tu boucles tout. D'accord? Oui, Donc, partant du principe, si je veux que jamais je vais te rejoindre, Galmena, le pilote, Belek, non, il n'y a pas de Belek. Partant du principe qu'il y a eu crash, c'est qu'il y a eu des causes pour le crash. oui, Donc il y a une multitude. Dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on peut intégrer aussi ce que tu viens de dire. La mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation, ça peut rentrer en ligne de compte. Mais ce n'est pas la cause. D'accord? Ça peut oui, rentrer en ligne de compte. Hein. Je ne dis pas le contraire. C'est ce qu'on appelle contributing causes. Contributing causes. Les causes qui ont contribué à l'accident. Exact. Voilà. Voilà. En plus de ça, ce qu'il faut bien vous dire, bon, oui, moi personnellement, dans ma carrière, j'ai eu 5 pannes moteurs, entre autres, hein, pas mal de pannes, et très rarement, les pannes ne se sont produites comme marqué dans le QRH. Exact. D'accord? Et sur des avions où il n'y avait pas ni d'ICAM, ni de rien du tout. Donc il fallait interpréter le problème à la lecture des instruments que l'on avait devant nous. D'accord? oui, Ça veut dire que ça revient à un truc fondamental. Quand on parle de formation de pilote, on doit se former même à ce qui a peu de chances de se produire, etc. C'est pour ça qu'il est très important l'effet de surprise. de comprendre son avion. Maintenant, là, pour les deux pilotes qui étaient dans ce vol, à partir du moment où ils ont une patte des deux moteurs à quelques 400 pieds, ça ne doit pas être évident, même s'ils ont réalisé, même s'ils ont compris ce qui se produisait au Caucase, vous savez que sur des réacteurs, la puissance de remise de gaz, quand on parle de ralenti jusqu'à go-around thrust, ça dépend des réacteurs, mais ça prend dans les 7 à 10 secondes, d'accord? Pour obtenir la toga, d'accord? Donc, même si vous réalisez que vous avez ça, que vous êtes au bord du décrochage, vous mettez la poussée, il est possible que ça ne se fasse rien du tout. Les faits ne se produisent pas suffisamment à l'avant. Vous êtes sur un avion à hélice. Un avion à hélice, il réagit beaucoup plus vite. Un avion à réaction, ça réagit très lentement. Ça a beaucoup d'inertie, surtout dans le cas présent où ils étaient déjà aux grands angles
Donc, vous savez, ça sera peut-être, on verra si les équipages ont été formés à cette panne, etc., etc. Le CVR va montrer aussi si les gars ont compris ou s'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui leur arrivait. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Mais dans le temps qui leur était imparti, pas évident, hein, pas évident du tout. Exactement, je comprends. Alors, Pardon. voilà. J'ai Oui. donné l'exemple comment on fait comment on faisait là, pour faire le dual engine. La Maut ou là, le dual c'est la Maut ou là, ce que tu veux. On faisait décoller le gars dans l'axe. Oui. On le faisait monter vers 5000 pieds, pour te dire. Bah, il monte à l'aise. À la limite, on lui fait perdre un moteur. Donc il est en N-1, full, bon, maximum take-off weight, pas de problème. Donc il va gérer sa panne. Il est en straight, il est en ligne droite. Vers 5000, on lui coupe le deuxième moteur. C'est pour voir un petit peu les réactions. Si le gars va revenir, comment il va revenir, qu'est-ce qu'il va analyser, est-ce que... Il n'aura pas le temps de démarrer les moteurs, ça c'est officiel. Il ne pourra pas. Même s'il revient, il va essayer parce qu'il y a une procédure. Switch on, off, 30 secondes pour que le truc. Dans l'enveloppe, ouais. Mais c'est closest. C'est tellement proche qu'on essaie de voir un petit peu le profil que va prendre le pilote pour essayer de bien s'aligner et à quel moment il va sortir le train, à quel moment il va sortir le flap swan parce que c'est conf 1 plus one plutôt, pour qu'il y ait des slats pour qu'il ne décroche pas tout de suite et voir le profil. En général, quand c'est bien fait, le gars se pose sur la piste. Parce que la rate, elle sort automatiquement quand il perd le deuxième moteur. Mais sinon, même si elle ne sort pas, il y a le bouton pour la confirmer sur on pour qu'elle ressorte. Le problème, c'est pour voir surtout la gestion du vol. Exactement. Le gars gère ce vol. Maintenant, comme disait JB, on ne sait pas l'Écosse qu'il y a eu, et ils l'ont eu vers les 400 pieds. Eh bien, ils étaient condamnés. Hein. Moi, je te Exactement, ouais. dis, tu es condamné. Quel que soit le truc, tu es condamné. Sauf si tu as de la chance en face, tu n'as rien. Un terrain, ou là. Tu as un terrain vague, ou la terrain, Exactement, ouais. route, ou la mais c'est un truc, quand on a vu déjà la première vidéo, ça c'était clair qu'ils étaient condamnés, quelle que soit la raison. Exactement, ouais. Ils n'ont pas compris quel truc. À 400, 600 pieds de moteur, moi j'ai perdu un moteur, un severe damage, c'est-à-dire que le bout, quand l'avion est parti. C'est critique. Et c'est. Là, pour information, j'ai volé sur le 737-800 NG. Ouais. Pour 6 ans ou 7 ans. Et comment ça s'est plié sur Dash? Bah, pour l'instant, je suis commandant sur Dash. Je suis nouvellement qualifié. Chez nous, enfin, Algérie, enfin, au truc. Non, chez Tassili, Voilà. J'ai volé sur 37-800. La panne, l'oula, c'était presque 4 mois après la qualification. C'était février. J'étais qualifié en octobre, en 2017. Ensuite, j'avais la panne moteur, pompage au niveau de moteur numéro 2. Décollage de Strasbourg. Je pense que c'est bien normalement, capitaine. J'étais avec commandant Belqasem, Allah yarhamou. ربوح الله يرحمه. Le Suédois. والله الله يرحمه كما نقولوا ذكرناه بالخير. نقول لك حاجه ولا غير شوف الحاجه الاولى en tant que pilote on a concentré على الميمو items. On était bien, on était 14000 pieds. الحاجه الاولى اللي درتها هو دار لي ميمو ايتمز باسكو هو اللي كان بي اف. انا الحاجه الاولى مايداي عيط للكونترولور كول يو باك كي كملنا الميمو ايتمز. الكوموندون قال لي نديروا لابروش. واش قلت انايا؟ قلت له كابتن جو في دوموندي فيكتورينغ باسكو جو فولي كونسونطري معاه في لا تشيك ليست. كوم اون ا في لو ترافاي كملنا هبطنا اتيرينا درنا ان ديبريف اونتر نو افون دو كيتي لافيون باسكو على بالك لا ميموار تكون فريش تغاردي لي بارامتر واش كاين كتبنا سور بابيي. كي داروا لاناليز تاع الموتور شافوا جاو لي غا تاع ايراجيري على ليبوك تاع التكنيك داروا لاناليز تاع الموتور قالوا لنا الموتور كان ديجا كيما نقولوا
ستاركم ربي اوتر بالعربيه كيما نقولوا Bon, c'est un commandé. سيفير دامج. كيقول لك سيفير دامج لي ستاتورز لي توربين كلش راح. والله غير سيتي لا بروميير اكسبيريونس تاعي. شوف لي فيت سوربريز تماك اللي تعرف روحك اسكو راح ترياجي مليح ولا لا. اوطونك بيلوت كنت جديد C'est normal. فوالا. سي كي قال مسيو اليوم معنا جي بي جو كوني با سون نون مراد. فوالا مراد Bon, à la retraite, il était sur 727. الله يبارك. والله غير شوف انا الحاجه الاولى اللي حبيت نعطي لي فيها حبيت نهضر فيها سي لي فيت سوربريز. صافي دير ليكيباج البيلوت ولا الكوموندون ولا الكوبي اوطون كو بيلوت في لافيون كل واحد عنده لاطاج تاعو. بصح هذاك اللي فيه تاع سوربريز تماك اللي تعرف اسكو فوزات بيان فورمي ou pas. Oui, mais l'effet de C'est à ce surprise. point vrai, ce que tu dis, Redouane, c'est à ce point vrai, qu'une fois, je ne dirais pas à quel endroit, parce pour pas qu'on puisse retrouver qui que ce soit. Mais j'ai eu une panne moteur après décollage, au moment de la rentrée des volets, c'est-à-dire au moment où on commençait à rentrer les volets, engine severe damage. Et le copilote était aux commandes. Et moi, j'ai annoncé engine severe damage, number one. Et le gars, il me dit, j'ai un problème dans les commandes de vol. Parce qu'évidemment, l'avion, il s'enfonce, il monte moins bien. Oui. Je lui dis, non, on n'a pas un problème dans les commandes de vol. Je lui dis, we have an engine severe damage, engine number one. Perte de Et le puissance. gars, il était complètement perdu, l'effet de surprise, comme vous disiez. Tant et si bien que j'étais obligé de reprendre les commandes. J'ai repris les commandes, j'ai posé l'avion. Et le gars, même quand on était en vente arrière, il était complètement paniqué, il savait pas. Il me dit, où est la piste, où est la piste? Je lui dis, t'inquiète pas, elle est à droite, on est en vente arrière, main droite, machin. Vous me croirez si vous voulez. Quand on s'est posé, le gars, il a éclaté en sanglots. Khali, je n'ai pas ma place dans un avion. Tellement la surprise, l'effet de surprise avait eu un effet sur lui, lui avait fait douter de ses compétences de pilote, alors que c'était tout à fait normal à la limite. Quand on est pilote, on peut avoir à un moment, un jour, on n'est pas très performant, etc. Et il y a un truc qui nous saute à la gueule comme ça. Bon, il faut pas que ça arrive en même temps à l'autre, hein, parce que sinon on se casse la gueule. Mais ce que vous dites est parfaitement vrai. L'effet de surprise diminue largement nos performances. Ça, c'est à cause du stress que l'on développe. Voilà. Et c'est très important ce que vous avez dit. C'est bien. Merci beaucoup. Hein. On donne la parole à Brani. Mets ton micro sur off. Ok. Brani. Double blanc te dit c'est pas bus, par hasard. JB. Qu'est-ce qu'il a dit, double blanc? Bon, apparemment tu peux parler. Tu as laissé ton micro, truc. Pardon, tu es truc, t'as essayé de travailler aérien, c'est ça? Ou là, non, t'as essayé. Non, c'est Tassili Airlines. D'accord, ok. Oui. JB, il y a double blanc qui te posait la question. Il t'a dit est-ce que c'était pas avec bus, par hasard? Non, c'était pas avec lui. Allez le tuer. Remonte. Ou là, t'as le 18h, je sais pas, ils t'ont pas lâché de la connexion encore. Allez-vous former sur 3 secondes prochainement? Non, ça y est, on n'a plus rien à former, nous on est à la retraite. On forme sur TikTok. Je vous quitte quelques instants, je reviens. Vas-y. Question, est-ce que par malheur, les deux moteurs qui sont juste à côté de c'est quoi? Ben, encore une fois, la panne moteur des 2 réacteurs est prévue, c'est-à-dire est prévue, quand je te dis est prévue, sur un rapport de 1 sur je sais pas combien de millions de probabilité pour que ça arrive. Mais quand ça arrive, ça doit arriver à cause de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées avant pour qu'on puisse arriver à ça.
Et on en a parlé tout à l'heure, si l'appareil perd ces deux réacteurs, pour X raisons encore une fois, juste après le décollage, no way, hein, il est condamné. Sauf, encore une fois, s'il a un truc en face de lui où il peut se poser, c'est-à-dire si la piste est très longue, il perd juste au lift-off et il peut se reposer tout de suite sur la piste, il n'y a pas de problème. S'il a un terrain vague devant, il n'y a pas de problème. S'il a une autoroute, il n'y a pas de problème. Bon, le truc, le fameux crash d'Hudson, enfin l'amérissage d'Hudson, c'était pareil, donc ils ont essayé, mais c'était bien en l'air, après le Bird Strike, donc le temps qu'ils fassent la procédure et tout. Donc ils étaient au-delà des 2500 pieds, 3000 pieds à peu près. Mais là, encore une fois, c'est un truc qui est arrivé il y a entre 400 et 600 pieds. Oh, la main, si vraiment le gars s'en sort, c'est que vraiment c'est un chicour. Ah, ça, Ah, ça. Le JB, il est pas là, je sais. Redouane, Bonjour, bonsoir. Khalid. Bon santé, j'y vais. Salut Double Blanc, salut Sidi Saïd Zara. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Jalal, Makachou ou tout le chat. Il passe trop, veut poser une question. On va le faire monter. Delta, combat social, uniforme. Une phase, des phrases que du Captain Bingham. Ah, ouais, Hamra, regardez ça, relève du secret professionnel. Lié au poste. Salam alaikum, Oustad. Salut, dit Palestro. Allô? Oui, Allô? on t'entend bien, vas-y. Salam alaikum. Salam. Attends. Oustad Nourdine, voilà. Concernant les cartes de navigation, la question que je me pose, moi qui suis toujours intéressé par tout ce qui se passe dans le cosmos, des ovnis, machin, bref, j'ai remarqué que toutes les cartes, pratiquement toutes les cartes, et qu'on base le pôle Nord. J'ai pas vu un plan ou un pilote, enfin bref, je veux dire une carte comme centre le pôle Sud. Pourquoi? Même si dans l'hémisphère Sud, un pilote, quand il va faire une tangente, comme disait l'autre, et dire la carte est qu'on base le centre, le pôle Nord. Pourquoi? Pourquoi le pôle Sud, pas le pôle Sud, voilà. Il y a La des cartes carte que tu utilises. des Les cartes que tu utilises. Hein? Les cartes que tu utilises ou là, que tu vois, c'est des cartes Mercator. On appelle ça des cartes Mercator. Si tu veux parler de cette histoire de platiste, ben, cache maintenant. On utilise des cartes Mercator, on a survolé le pôle Nord. Moi-même, je pense dans le pôle Nord. Le pôle Sud, il a été survolé. Il y a des bases de vie dessus, il n'y a aucun problème. Donc, ça pose aucun problème quand tu prends la Terre et que tu le mets d'une façon éclatée, tu vas avoir l'espèce d'Antarctique en bas et le pôle Nord en haut. Parce que c'est une carte Mercator qui est sur plan. C'est tout. Et quand tu vois Si tu pouvais éteindre ton micro, dit Palestro, parce qu'on entend mal Nordine. Redouane aussi. Redouane. Ok. Je Redouane. Voilà. D'accord? Quand JB terminera son thé, il va t'expliquer clairement, parce que je vois un petit peu où tu veux aller, toi. Dis Palestro. Ouais, tu as senti le coup, mais ben, je te remercie d'ailleurs. Un petit chapeau. C'est-à-dire, on a vu des trucs, même les calculs, ça change tout. Donc, je le répète, pourquoi, par exemple, monsieur qui est derrière le guidon, il prend pour base le pôle Nord, pourquoi pas le pôle Sud? Non, parce que les routes empruntées, quand tu vois sur une carte Mercator les continents que tu as, quand on parle par exemple de l'Australie vers les States, en passant par le Pacifique ou bien par l'Atlantique, on prend une orthodromie. Si tu mets une ligne droite, ça ne veut pas dire que tu vas arriver plus, c'est une orthodromie, mais quand tu fais une orthodromie, ça te revient et moins cher et tu arriveras plus vite. Et au pôle Nord, tu as le Nord vrai. Tu ne travailles plus tu approches du pôle Nord, tu es en Nord vrai.
Alors, tous les avions maintenant sont dotés de la calibration non vrai. Quand on est, par exemple, on va à Keflavik, quand on fait un dégagement sur Keflavik et tout, c'est du non vrai, parce qu'on s'approche du pôle. Au sud, c'est pareil, parce que, regarde, la Terre est comme ça, donc tout ce qui est là, ça se rapproche du pôle, c'est pour te simplifier tout ça. Tout ce qui est au sud, ça se rapproche du sud. Et des bases, d'ailleurs, ici avec nous, il y a Double Blanc, il a survolé le pôle sud. Donc, il n'y a aucun problème. Et Mais pourtant, si on. معليش هذه le pôle sud, pôle nord, est-ce que la Terre est ronde ou plate? Bon, je me suis elle est toujours ronde, elle posé est la ronde, elle est question ronde, aussi. elle est ronde. Ça, si pour toi elle est plate, ça c'est ton problème. Mais elle est ronde. Non, mais, non, la carte, c'est-à-dire la carte اللي ركز عليها البيلوت même s'il part دو شويه باش يروح لجوهانسبورغ ولا جوهانسبورغ باش يروح لاسترالي la carte اللي ركز عليها سي توجور اون برونون كوم باز هذه ما دخل شويه ما دخلش شويه Parce في que c'est راسي اسمح rapport, لي. il y a une référence à prendre en compte par rapport au GPS, c'est tout. C'est des Mais avions. si s'amuse à inverser le truc, dire est-ce que ينجح لو كان Parce يدير que كوم باز بول سود. ça n'a aucun sens. Puisqu'il va aller, encore une fois, quand tu fais l'exposition de ta Terre sur une carte. اسمح لي une petite du moment qu'il est à l'hémisphère sud aussi hein. Oui, on dépasse l'équateur, on va raisonner en sud, en S. Tout ce qui est N, il va devenir S. Après, tu dépasses l'équateur, tu raisonnes en S. S quelque chose, en coordonnées géographiques. Et le GPS va prendre en compte ça. Il va travailler en S. Il va plus travailler en N, qui est nord 33, 40, nanana. On va travailler en S, 26, en approchant jusqu'à S 65, par exemple. En se rapprochant. C'est un calcul empirique des GPS et qui travaille. Tu vois, bon, Double Blanc, toi qui a été au Nemo, au point Nemo, si tu veux monter, lui raconter comment tu travaillais à ce niveau-là, il va peut-être le savoir. حبيت تقولي le bonhomme ou la personne qui a traversé le pôle sud, il peut faire c'est-à-dire une boucle du pôle nord, يحبط tout droit, disons qu'il a aussi disons qu'il a assez de fuel, يقدر مثال يحبط Pour quel intérêt? pour prouver encore une fois que, pour revenir au sujet, pour prouver que ça tourne rond et la Terre est pratiquement ronde, كيما حباتينا. Voilà, tout simplement. Oui, elle est sphérique, aplatée au pôle. Pôle nord et pôle sud, elle est sphérique. Oui, Elle a une forme de ce qu'on appelle une géoïde. oui. Ouais. Une géoïde, c'est-à-dire que elle est le diamètre, le rayon de la Terre est plus grand à l'équateur qu'au pôle. Pour vous donner les valeurs, le rayon de la Terre au pôle, c'est 6356 km et à l'équateur, c'est 6378 et le rayon moyen de la Terre, c'est 6367, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre en rajoutant 11. 6356, 6367, 6378. Voilà. Ouais, un problème avec le pôle sud. Tu n'étais pas là. Bonjour, JB. Ah ouais. Tu n'étais pas là, donc. Salut Farid. Ben, le pôle sud, c'est le pôle sud. C'est pas problème du sud. Et tu mets ton... Oh, vas-y. Non, j'éteins la clim parce que ça brouille là. Non, j'ai pas un problème avec le pôle sud. Ce que pour vous dire ce que je cherche ou là pour comment dirais-je, c'est-à-dire je regarde, je suis trop fasciné par, comme je disais au monsieur Tala, par tout ce qui est l'espace, avec les ovnis, les machins, les témoignages hadouk, est-ce que c'est vrai, enfin Bigfoot, enfin tout ce qui est en dehors de la Terre, si j'ose dire. Est-ce que réellement, c'est pas que j'ai pas la conviction, mais je voudrais beaucoup plus de conviction, de preuves que la Terre est ronde. Je me suis dit un jour, si quelqu'un s'amuse, un pilote avec un gros porteur ou la même un truc, on va mettre assez de fuel pour, on va partir, je sais pas,
même s'il le faut de la mer de Barents au nord, pôle nord, hein, 0-0, et puis on descend droitement, hein, on traverse l'Europe, on traverse l'Afrique aussi, Johannesburg, et on remonte de l'autre côté jusqu'à le point de départ. Et là, on a fait vraiment un tour. C'est comme on fait un tour de l'équateur, on part, je sais pas, de Fantalia. Il y a personne qui a osé faire ça, même pour, je dirais, expérience ou un hobby ou un truc comme ça. J'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. Et par contre, l'équateur, on peut le faire. L'équateur, je sais pas, le point zéro, l'équateur, je sais pas, à côté de la Côte d'Ivoire, ou je sais pas, en Afrique quelque part, ou là même en Amérique du Sud, à Lima, ou je sais pas, les environs. Donc, on s'amuse à faire l'équateur. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais, j'ai pas vu quelqu'un, là, à mon sens, faire, disons, même pour un hobby, ou l'expérience, ou la semaine qui m'a habité, et a fait je dirais, ce tournus. On n'a pas besoin de faire ça. Vous allez, par exemple, vous voulez aller, par exemple, d'Australie vers l'Amérique du Sud. L'orthodromie, Ouais. la ligne droite sur la Terre, vous fera passer en gros par le pôle Sud. Et donc, vous allez passer de l'autre côté. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Mais, vous allez descendre mais, au sud et vous allez après terminer cap au nord. Sans aucun problème. Il y a plein d'avions qui se معليش posent dans l'Antarctique. Il y a plein d'avions qui se posent dans mais à l'heure l'Antarctique. au jour, معليش, à l'heure où je vous parle, si je mets radar 24 to check شحال راهم طيارات عاقبين ثمنا, je trouve aucun avion qui survole le pôle sud. Mais par contre, Après, le ça pôle sert nord, à il rien, est encore plein. une fois, dit Palestro. Parce que ça sert à rien. Oui, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des tours comme ça du pôle nord au pôle sud d'un côté et un autre, alors que au moins, le principe, c'est le Flight Radar 24, il te montre que les combinaisons entre les pays pour qu'ils fassent des vols. C'est tout. C'est même pas la peine d'aller prendre des avions. Vous prenez le Vendée Globe. Ils ont fait le tour en bateau. D'accord? Et ils font le tour en bateau tous les 4 ans. Ils descendent d'Europe, ils prennent le départ en France. Ils descendent dans l'Atlantique, Atlantique Nord, Atlantique Sud, ils passent l'équateur, ils descendent et ils font le tour du continent antarctique. Ils font le tour et ils terminent cap au nord pour passer le Cap Horn et remonter dans l'hémisphère, et remonter l'équateur, vers l'équateur, donc par l'Atlantique Sud. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui passent par là-bas que il y aurait un truc particulier là-bas. Il n'y a rien de particulier. C'est là que l'axe de rotation de la Terre passe, c'est tout. Point à la ligne. Et tes histoires d'OVNI, mais j'ai dit Palestro. Mais j'ai des problèmes d'OVNI. Goli. Mais j'ai des histoires d'OVNI, hein. Dit Palestro. Dit Palestro. Vous m'entendez là? Oui, on entend. Allô? Oui, on اسمع. Demain, tu as entendu لا نسمع l'explication. فيكم 5 sur 5. بصح معليش, malgré ما تقنعتش 100%, بصح je vous réponds ce qui concerne les ovnis. Les ovnis, اسمع لي. Parce que tu es figé sur une position de conformisme. Tu veux absolument coller quelque chose à quelque chose. peut-être. Si tu fais du conformisme. انا question تاع les ovnis, قلت لك, bon, chacun ses passions, ses hobbies. كاين لي فوتبال, كاين la musique arabo-andalouse, كاين l'espace, كاين la terre, كاين bref. Et moi, les ovnis, justement, les ovnis, j'ai vu des témoignages, ماشي واحد, ماشي جوج, ماشي 100, des pilotes comme vous, des personnes normales, des gens qui travaillent sur les champs, enfin bref. Eh ben, vu les témoignages, يقول لك باللي جاو حبطوا طلعوا, enfin bref, des histoires on connaît, donc c'est pour ça. واحد الانسان, un pilote de chasse américain, plusieurs fois, ماشي غير هو, كاين بزاف اللي يقول لك شفنا. Alors, est-ce que la question qui se pose, est-ce que ça existe, ça n'existe pas? الناس هادو des milliers de témoignages, هادو كاع يكذبوا. Tout ça c'est des farces. Pas une question تاع يكذبوا.
ils font encore une fois du concordisme. Est-ce que tu arrives à Balak, balak. le dire? Il y a quelque chose Si, qui si, leur si, plaît. si. Il y a quelque chose qui leur plaît. Ah oui, ah c'est possible parce que je l'ai vu quelque part. Ah, parce que Flingue est là. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, Bon, je ne sais pas. Nous, Euh, personnellement, pendant toutes les années où on a volé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On n'est pas en train de nier peut-être quelque chose. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, toutes les années où on a volé, on n'a jamais rien vu de tel. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. on appelle un j'ai objet pas. non identifié. Un ovni, on n'a jamais vu. Voilà. On a eu des trucs optiques, oui. Quand on revenait, par exemple, du côté du pôle Nord, on avait corroboré un truc et tout. Passe du côté du pôle Nord et tout. Mais, objet volant non identifié, non. En 40 ans de service, non. Voilà. J'ai jamais vu de. En plus de ça, bon, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Les conditions de la Terre, elles sont les conditions de la Terre. Je veux dire, quand quand on vous dit qu'on a vu l'objet partir à une vitesse faramineuse, etc. euh, dans l'atmosphère, il faut être très clair. Hein, dans l'atmosphère, quand on circule à très très haute vitesse, il y a ce qu'on appelle l'échauffement cinétique. Et cet échauffement cinétique, il peut être dramatique. Hein. Donc, ils sont de toute façon, ces objets volants non identifiés, quand bien même ils existeraient, quand bien même, ils sont quand même soumis, quand ils sont à proximité de la Terre, ils sont soumis aux mêmes lois que tous les mobiles qu'il y a autour de la Terre, à savoir l'attraction terrestre, à savoir l'échauffement cinétique, etc. Voilà. Mais enfin bon, encore une fois, nous on n'en a pas vu. Voilà. Il Je me paraît. suis permis, Attends, Nordine, de faire monter Abdel. Hein. oui. Salam alaikum. Attends, attends, Abdel. Dis pas trop. Désolé, peut-être de ne pas t'avoir convaincu de quoi que ce soit. Merci de ton intervention. Et on respecte ta façon de voir. Salut. Vas-y, Abdel. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. أنا طلعت غير نقول لك 3 choses. La première, نسلم عليك عندي شحال ما شفتكش كوموندون. Oui. ولا deuxième la deuxième اللي حبيت نقول لك الحمد لله ما بين العام اللي فات اللي قلت لك j'avais une phobie très forte d'avion. Ça va, غلبتها dernièrement, j'ai pris un vol, j'avais aucune peur. J'ai essayé vraiment de suivre على واش هضرنا et tout. Et la troisième حبيت غير نسقسيك برك الله يسترك كوموندو على بالي مازال ما خرج والو دوفيسيال et tout. Selon toi, يعني كيفاش راك تشوف زعما هذاك لو 787 كي تان افيو تري سيغ طاح غير هكذاك عاود رجع لي شويه الخوف. أنا حياتي وانا نكومباتي الخوف درك عاود وليت. Mais يرجع le khawf parce qu'on va le savoir dans peu de temps, c'est-à-dire dans les 3 mois donc, qui vont suivre, ils sont obligés de sortir un truc, surtout qu'ils ont trouvé les boîtes noires, et on saura exactement ce qui s'est passé. Par contre, nous, on ne peut pas s'avancer sur le terrain pour dire, voilà, parce qu'on n'a pas le droit d'abord de faire de l'extrapolation. On peut que donner des avis personnels, ce qu'on a vu, comme tout le monde, avec un petit peu plus d'expérience, dire voilà, il est sûr qu'ils ont perdu des moteurs parce qu'on le voit cracher, ça c'est clair. Il est sûr qu'ils ont craché, ça c'était clair. Pour quelle raison? Ça, c'est un point d'interrogation à déterminer pendant le truc. Encore une fois, ne pars pas de cette histoire de phobie, de trucs, parce que, encore une fois, c'est un truc exceptionnel pour qu'un avion perde ses 2 moteurs au décollage, surtout à cette altitude. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Sinon l'aviation va s'arrêter. C'est clair. S'il y a des trucs comme ça, c'est clair. Mais, crois-moi qu'ils vont en tirer des leçons sur cette histoire. Et ils vont vraiment déterminer ce qui s'est passé. Et voilà, hein, donc tout le monde va tirer des conclusions. Oui, أنا قلت زعما 787 il est très développé ولا تشيك ليست تاعو نيميريك كيفاش ils ont rien identifié au décollage direct طاح. Une panne quand elle se produit, il n'y a pas de signe avant-coureur, il n'y a rien du tout. Très bien. D'après ce que l'on a, les derniers trucs que l'on a vus, maintenant c'est à prouver, les derniers trucs que l'on a trouvés,
que l'on a eu, c'est que ce qu'on appelle le FADEC, c'est-à-dire c'est un computer de contrôle du moteur qui empêche le moteur, en gros, qui contrôle le moteur et qui l'empêche d'aller à des régimes ou de fonctionner dans des conditions qui lui seraient défavorables ou il risquerait de casser, etc. C'est un contrôleur du moteur en quelque sorte. Et il semblerait que ce soit les deux FADEC qui ont eu un problème d'alimentation électrique. C'est sous toute réserve, hein, c'est juste ce qui a été dit là maintenant. C'est totalement insuffisant pour en déduire toute l'histoire. Hein. Mais ça serait les FADEC qui auraient perdu leur alimentation et qui, ce faisant, comme ils sont programmés pour le faire, auraient réduit les moteurs au ralenti. Voilà ce qui a été dit récemment. Voilà, Relkima. Maintenant, pourquoi, machin, tout ça, c'est une autre paire de manches. Cette information en elle-même ne suffit pas à comprendre tout ce qui s'est passé. Voilà. Aberrant, Nordine également. Ce que je trouve aberrant, c'est que l'on parle au jour d'aujourd'hui d'avions sûrs et d'autres moins sûrs. C'est quand même. Le grand public qui dit ça. Ça, c'est le grand public qui dit ça. Les avions sont conçus et construit selon des règles. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des normes pour le circuit électrique, il y a des normes pour les circuits hydrauliques, il y a des normes pour tout, pour machin. On ne peut pas construire un avion en dehors de ces normes. Et il est stipulé que les circuits doivent répondre à tel et tel critère, etc., etc. Donc, à ce titre-là, au niveau purement de l'engineering, il n'y a pas d'avion plus sûr l'un que l'autre. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ils sont tous. Je vous ai souvent entendu dire, par exemple, en parlant de certains types d'avions, on va prendre pour exemple l'ATR, qu'il avait quand même quelques lacunes. Ne serait-ce que la cale atterrissage, le roulis charolais par exemple. Oui, mais c'est handling aussi. Hein. Roulis charolais, c'est handling. Il est stipulé de ne pas toucher la roulette au-dessous d'une certaine vitesse. Si tu la touches, effectivement, ça peut faire un roulis charolais. Mais c'est pas systématique. La conception de cet avion n'a pas été faite dans ce sens. Il a été fait pour que cet avion se pose normalement à ces vitesses-là et qu'à une certaine vitesse, mettre la main sur la roulette donnée pour pouvoir contrôler cet avion sur cet axe bien précis. Pour ne pas faire justement ce roulis charolais. Si tu le touches au-delà de 70, 80 ou 70, je ne sais pas, j'ai pas fait d'ATR, mais j'ai cette notion de vitesse en tête. Et ça fait le truc, mais sans plus. Mais c'est pas ça qui fait que ces avions-là sortent tout le temps de piste, hein. 70 nœuds comme il dit Amrar. Donc c'est ça. Bon, c'est des avions sûrs. Les avions, quand ils sortent, ils sont sûrs. Ils sortent sûrs parce qu'ils ont été certifiés par tous les organismes. Ils passent par les bons d'essai, des trucs, des vols d'essai, des ceci, des cela. Maintenant, ils posent problème après leur livraison, après leur exploitation, sur beaucoup de choses. Et il y a des corrections qui sont ramenées, qui sont rajoutées de temps à autre. Sur, par exemple, 87, au début, il avait des problèmes sur les batteries, par exemple, par lithium, ceci, cela, le 380, il avait des problèmes de douche, l'autre qui suintait avec des trucs électriques, que sais-je, le 777 aussi, il avait ses problèmes, le Max, il avait ses problèmes, etc. Et plus ça avance, plus il y a des actions correctives qui sont ramenées et qui font que ces avions sont sûrs. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est l'ensemble de choses qui peut arriver ou intervenir dans cette phase très très courte, encore une fois, qui peut faire arriver à une catastrophe. Bon. Et puis, un avion, dans sa conception, il peut être sûr. Je vais vous donner un exemple très simple, juste pour imager. Par exemple, il y a une réglementation qui stipule que un seul alternateur dans un avion, peu importe le nombre d'alternateurs qu'il a, un seul alternateur doit être capable d'alimenter, à défaut de la totalité de l'avion, au moins tous les instruments primordiaux et les circuits primordiaux de l'avion. Par exemple, ça c'est un des critères auxquels un avion doit répondre.
Et en cas de perte de tous les alternateurs, on doit avoir la capacité d'avoir ça et ça et ça qui reste minimum dans un minimum de temps, etc. Voilà. Voilà, tous ces critères-là, tous les avions qui volent sont soumis à ça. Donc, leur conception répond à ces critères. Maintenant, derrière ça, il y a la maintenance, il y a la manière dont les avions sont utilisés, il y a la manière dont les pilotes sont formés, il y a les conditions météorologiques, il y a les conditions, etc., qui peuvent créer un accident. On l'a dit plusieurs fois, un accident d'avion ne se produit jamais pour une cause unique. Jamais, jamais, jamais. Donc, celui-là ne déroge pas à cette règle. On va voir au fur et à mesure que l'enquête va avancer, quand on aura déjà un rapport préliminaire plus étoffé que celui-là, déjà on aura une certaine idée, et quand on aura le rapport final, il y aura tous les éléments, les causes profondes ou contributives, etc., qui ont causé cet accident, vont être identifiés sans aucun problème. Donc il ne faut pas s'affoler, hein, mais il faut surtout ne pas penser que les 87 sont des avions non sûrs, ou que non, ça veut rien dire. Exact. Il y a eu que ce jour-là, cet avion, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est cassé la figure. Voilà. Bonjour tout le monde. Pépito. Salut Tahar et Pépito. Passez Pépito, après on revient chez Tontin. Pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Alors moi, je voulais juste rebondir parce que je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivé un petit peu en milieu du live. Moi, je voulais juste revenir en fait par rapport effectivement à toutes ces situations qui gravitent autour des gros géants de l'aviation, Boeing et Airbus, et l'aviation en général. Hein. Je vais faire un grosso modo. Pour la petite info, moi, je suis encore un bébé, on va dire, dans ce monde-là. Je suis en train de passer mon PPL et bientôt pour une formation plus poussée pour devenir pilote. Moi, je voulais juste, en fait, moi, étant donné que je suis un passionné, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, malgré toutes les normes de sécurité, on s'acharne un petit peu sur la qualité et les constructions d'aviation, enfin, en tout cas des aéronefs. Boeing, faut pas oublier que c'est un très gros constructeur. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est un petit peu la catastrophe et chez eux, mais je voulais juste revenir sur Airbus. Ils sont pas forcément, en termes de qualité, sur certains aspects, ils sont pas forcément bons. Je m'explique parce que j'ai un ami à moi qui travaille chez Airbus Hélicoptère à Martil, pardon, pas très loin de Marseille, Airbus Hélicoptère. Marignane, oui. Marignane, pardon, ouais, Marignane. Et un autre aussi, il est à Toulouse. Et c'est vrai que des fois, il a assisté à certaines procédures et certaines choses. Alors, je peux pas les divulguer comme ça parce que voilà, je peux pas. Mais il a assisté quand même à des choses, voilà, qui étaient quand même bien sensibles et qui méritent de réflexion sur la qualité des aviations, enfin, sur la qualité de construction des avions. Moi, je trouve aujourd'hui, voilà, on tape beaucoup du doigt sur le dos de Boeing, mais Airbus sont pas mieux. Alors, pour le coup, effectivement, ils ont pas, on va dire, l'étiquette des avions qui crachent le plus en ce moment, mais voilà, faut faire très attention. Là, pour moi, l'aviation, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est un seul et même monde. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu surpris là actuellement. Je sais pas si vous avez vu, mais au salon du Bourget, ils ont raflé plusieurs contrats Airbus. Mais faut pas non plus faire on va dire de discrimination sur les avions comme on peut le voir des fois sur les réseaux sociaux ou autre part, comme quoi faut jamais prendre des 737 Max, etc. Enfin bref, moi personnellement j'aime beaucoup les 737. Je suis plus Boeing que qu'Airbus, hein. J'aime bien la forme de l'avion, le cockpit, on va dire. Enfin, j'aime. Pépito. Ouais. On a laissé parler d'Airbus, Boeing, truc. Il n'y a pas que comme constructeur. Ah, bien sûr. Attends, laisse-moi terminer. Chaque consortium
à sa façon de travailler, mais dans la finalité des choses, ils passent tous par un tamis, un filtre qui s'appelle les certifications d'État. Et les certifications d'État, que ce soit Boeing, Airbus, Bombardier, DAS, ce que tu veux comme constructeur, Comex, le truc chinois, un truc et tout, passent par des certifications. C'est tellement poussé que tu te dis c'est impossible qu'il puisse arriver quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais tu te dis c'est pratiquement le spectre très large au niveau de... Quand tu parles d'Airbus, Airbus est un consortium de plusieurs pays. Donc, comment on appelle ça, les vérifications et les trucs sont encore plus poussés pays par pays parce que personne n'a le droit à l'erreur. Boeing est un consortium seul qui a acheté les trucs. Il est passé par plusieurs problèmes de management, de ceci, de cela. Mais ça ne veut pas dire que quand tu me parles des achats, ça ne demeure que commercial au niveau du Bourget. Ça ne demeure que commercial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu pas de commandes. Il y a eu des commandes en profusion cette année au niveau des 37 MAX, des 87, des 777, encore plus les 777 XL qui sont en train de voir le jour dans un futur proche, etc., etc. À ce niveau-là, ne t'en fais pas. Au niveau commercial, les constructeurs savent se débrouiller. Maintenant, quand il y a un truc qui arrive comme ça titille un petit peu les esprits. Et donc, on va dire, oh, il y a eu une série de crashs de Boeing, donc Boeing, c'est pas bon. Et si demain, alors, en 2009, quand il y a eu le crash de Rio, et quand on a parlé des Pitot, du 330 et tout, alors que nous, moi j'étais sur 330. On n'avait pas dit que, oh non, Airbus, c'est pas bon et tout. Au contraire, les Airbus ont toujours fonctionné, ils ont été vendus, il y a eu des améliorations, il y a eu des fonctionnements, il y a eu des bulletins qui ont été pondus, il y a eu. L'aviation, c'est ça. C'est tous les jours des bulletins pendus pour faire des actions correctives à des petits problèmes qui, si elles s'amassent et sur le long terme, peuvent arriver à un gros problème. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit... Encore une fois, il faut rapporter ça au fait que quand il y a un crash, ce n'est jamais pour une cause unique. Exact. Et tous les intervenants, il y en a tellement. Il y a le constructeur, donc il y a la conception de l'avion. Il y a même sa certification. Peut-être que sa certification, il y a peut-être des trucs qui n'ont pas été vus au moment de la certification. Après, il y a l'exploitation de la machine, comment elle est exploitée, comment sa maintenance est faite, comment les équipages sont entraînés, quelles sont les conditions météo qui ont été rencontrées, etc., etc. Donc, on ne peut pas définir que tel ou tel avion ou tel constructeur, etc., est plus ou moins fiable par rapport à l'autre, pas du tout. Et maintenant, les procédures, il est certain que le principe même de l'industrie, c'est de faire de l'argent. Ok, on est très clair là-dessus. Les arbitrages entre sécurité et rentabilité économique, très souvent, et dans toutes les industries, très souvent, ils sont rendus en faveur de la rentabilité économique et pas forcément de la sécurité. C'est comme les trains. On voit que les trains qui arrivent en retard, on voit pas tous ceux qui arrivent à l'heure. Et la sécurité, c'est exactement la même chose. On voit pas qu'il n'y a pas d'accident. On voit que quand il y a un accident, voilà. Et donc, à ce titre, on n'est pas naïf. Un avion, c'est une machine. Cette machine, elle a forcément, quand elle a été construite, quand elle a été conçue, tout ça, tout au long de sa vie, il y a forcément des erreurs qui ont été commises sur cette machine. Il y a forcément des doutes, il y a forcément des trucs. Mais globalement, le système est fiable globalement, c'est tout. C'est comme, on parle souvent sur ce live, on parle de l'ETOPS, qui consiste donc à faire voler un avion avec 2 réacteurs loin d'un terrain qui pourrait l'héberger en cas de panne moteur, etc. On part d'une hypothèse que la probabilité pour perdre les 2 moteurs sur un avion biréacteur, elle est tellement faible qu'on peut se permettre de pas la considérer
au-delà, de la considérer que seulement au-delà d'une certaine distance entre le terrain, un terrain où on pourrait dégager et la position en vol. Donc, si vous voulez, tout ça, ça repose sur des hypothèses, sur des statistiques, etc., etc. Donc, les statistiques, c'est pas 100%, c'est pas 0%. Donc, il y a forcément un risque, c'est clair. Voilà. Bonjour les cops, bonjour Salut les amis. Tahar, salut. Salut, Ça va? Vous allez bien? ça va bien. T'as un problème de connexion toi aussi, non? Tu as Alhamdulillah. descendu, remonté. J'avais reçu un appel. C'est Ouais, le c'est dernier pour ça. jour, Mardine, hein? C'est le dernier jour aujourd'hui. Normalement, ça doit s'améliorer à partir Cette d'aujourd'hui. année, ils n'ont pas coupé le Wi-Fi. Ils ont coupé la 4G, le téléphone. Affirmatif. Ils ont pas Mais la coupé, Wi-Fi, ils ont pas coupé ceux qui avaient enfin, la fibre. Mais Wi-Fi. Non, Nordine, même la DSL, ils ont pas coupé. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est bien alors. Non, Oui, même bon, la non, DSL. ils n'ont pas coupé la Wi-Fi. Là, on travaille avec les groupes Eh et ben, tout, donc c'est un petit peu logique, c'est mieux, c'est mieux. Salut Spanish. Salut, Spanish. Hola familia. Salut la famille. Spanish. oh, Spanish, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça va, vous allez bien? Ça fait un bail. Bien, On s'est toi. dit, il est parti au Moyen-Orient. Non, Non, bah nous la saison elle a commencé là. Et à chaque fois les vols ils se sont décalés donc on bosse hein. On bosse. Ça va, vous allez bien? La santé ça va? Tout le monde va bien? Ah, roule. Merci. wesh dakhlek. Wesh dakhlek. Ça y est, tu commences. Ça commence. Ça J'ai pas commence compris. les histoires. Amrar, il dit comment vous faisiez pour éviter les CB du temps du 727. Eh ben, on avait un radar météo RCA. qu'on avait l'habitude de manœuvrer, qui était sensible, tout ce qu'on veut, mais qui nous permettait quand même de fonctionner. Je parle des premiers radars qu'on a eu. Après, on a eu quand même des radars plus perfectionnés, des radars couleurs, etc. Mais les premiers étaient des radars monochromes. Eh ben, on savait les utiliser, hein, Ouais. et on évitait les cunimbes avec ça, et puis ça passait bien. Hein, y a pas Les de problème. RCA. Les RCA. Absolument, les RCA, Et ça, avec Q10, avec Q20, avec Q30, etc. et ça donnait de la rémanence. Des fois, ça partait en cacahuète, ça donnait de la rémanence. Tu as l'impression de rentrer dans Allez. une masse alors qu'il n'y avait rien. Il fallait régler. Alors, oui, il fallait Dis-moi, régler. Oui, vas-y. excuse-moi, hein, disons que bon, quand tu vois le cumulonimbus, quand tu le vois, c'est déjà trop tard, je veux dire. Non. On le voyait, combien ils donnaient ils étaient à 300 nautiques, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. On les voyait à 300 nautiques, c'est-à-dire 500 km quand même. Hein. Et en plus, je vais te dire, Farid, dans l'aviation, le meilleur radar, c'est les yeux. De jour comme de nuit. Parce que de nuit, quand il y a un CB, il a de l'interaction électrique, donc tu as les trucs, les éclairs. Et ça se propage sur quand c'est nuageux, sur tous les nuages. Et tu vois à peu près. Et quand tu as 2 jours, tu vois les nuages, tu vois, en fonction de ta position assis sur le siège, s'ils sont hauts, bas, si tu arrives à passer au-dessus largement, mais jamais en dessous de toute façon, mais au-dessus, il faut vraiment passer largement au-dessus. C'est-à-dire à peu près entre 2000 et 2005, plus 3000 pieds à peu près au-dessus. Sinon, c'est la cata. Et essayer d'éviter, quand on a le spot sur le radar, à 40 km à peu près, à 40 nautiques plutôt, essayer d'éviter à droite ou à gauche, et voilà, et c'est comme ça qu'on évite ces CB. Hein. Un jour, On avait des radars qu'il fallait savoir régler, parce qu'ils n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. Ah bah oui. On réglait le gain, donc la puissance du radar, on réglait le tilt, donc l'antenne, comment à quel pitch elle était, c'est-à-dire quel était son angle par rapport à l'horizontale. On avait une stabilisation de l'antenne qu'on pouvait couper. Alors quand on avait la stab on, ça voulait dire que quand on mettait par exemple 5 degrés up, ça voulait dire que l'antenne tapait 5 degrés au-dessus de l'horizon. Par contre, quand on coupait la stab, quand on mettait 5 degrés up, c'était 5 degrés par rapport à l'axe de l'avion, ce qui était complètement différent. Et on réglait donc tous ces trucs-là.
de manière à avoir une image la plus précise possible. Et quand sur les radars monochromes, on avait une fonction qui s'appelait l'isocontour, qui faisait que tous les retours, tous les échos qui étaient au-dessus d'une certaine valeur, donc là où il y avait une forte concentration en gouttelettes d'eau ou en glace, etc., au-dessus une certaine intensité de retour, ça devenait noir. C'est-à-dire que le signal était écrété. Donc à ce moment-là, on arrivait à voir les cellules, on les voyait en noir entourées de jaune, qui étaient les zones de moindre réflexion. Et comme ça, on voyait les cellules et on savait par où passer à ce moment-là. Voilà. Et Double Blanc qui pose la question si j'avais un strike finder. Tout ce qu'on avait, c'était les boulons d'essuie-glace, hein, qui nous montraient les feux de Saint-Elme. Et quand on avait les boulons d'essuie-glace, ils commençaient à nous montrer des feux de Saint-Elme, c'est qu'on n'était pas loin. Exact. Auriez-vous des informations concernant le workshop, dinner, organisé un workshop par la RAM? Non, aucune nouvelle. Je ne sais pas, c'est-à-dire je n'ai pas cette information. Tu nous l'apprends. En air clair, est-ce qu'il arrivera un jour où on arrivera quand même à déceler ce genre de perturbation? La turbulence en air clair, tu veux dire? Absolument, oui. C'est athée, oui, ça va arriver, ça va. Déjà maintenant, les radars qu'on a, si tu veux, quand c'est des fortes zones de turbulence, on a des espèces sur le 330, je parle là, maintenant le reste, je ne sais pas, tu as des espèces, plus tu approches cette zone, tu as des espèces de flagelles à peu près magenta, et là, tu sens l'avion bouger. Mais ils vont arriver, ça c'est clair avec la technologie, ils vont arriver à déterminer carrément les zones. Je ne sais pas si le 350 le fait pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles à ce niveau-là, mais je pense qu'ils vont arriver à ça. C'est une obligation. Plus on avance, plus on découvre des choses. Et plus on avance, plus on découvre des choses, plus il y a des problèmes à découvrir encore et à améliorer et à perfectionner, ça c'est clair. Hein. Cette perturbation-là n'a pas de terme exact, hein, en réalité. On parle de turbulence en air clair. Turbulence. Tu sais comment c'est fait. D'ailleurs, quand tu as un jet plane, tu as, sur tous les points que tu vas survoler, tu as un indice, un rapport. En fait, c'est un rapport, c'est un chiffre, mais c'est un rapport. Quand tu vois 9, tu as l'impression que c'est sévère turbulence. Ça veut absolument rien dire parce que c'est en fonction du niveau, de la masse d'air, de la direction des vents, etc. Si tu as des wind shear en vol, oui, tu vas avoir de la turbulence. Cisaillement de vent, changement de direction de vent, etc., etc. Mais là, tu vas le déterminer. Il va y avoir, ils sont d'ailleurs en train de travailler, ça fait déjà un certain moment sur ça. Et je pense que c'est Airbus, parce que c'est Airbus, l'avantage qu'ils ont un petit peu, c'est qu'en France, ils sont très forts au niveau avionique. Et il faut le reconnaître. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils sont vraiment très, très forts en avionique. Donc voilà, ça fera un truc. Bon. Excusez-moi, je monopolise un peu la parole, mais est-ce que tu confirmes que c'est un nouveau phénomène? Non, 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 non. Non. La turbulence a toujours existé depuis la nuit des temps. En air clair, hein? Sa détection qui, c'est par sensation que tu te découvres. Dans le temps, quand on était que ce soit sur Fouquet, bon, on était aux basses altitudes. 37, qui c'est maximum 350, 330. NG pareil, 67, on allait jusqu'au niveau 430. Mais là, on a le tableau, si tu veux. Des fois, tu as l'index 0, le chiffre 0 à côté d'un point, et là, ça va bouger. Ça dépend aussi si cet avion, si ce trajet est traversé par plusieurs avions. Donc, ils ont laissé de ce qu'on appelle les turbulences de sillage, même si ça s'effiloche. Mais les turbulences de sillage, c'est autre chose, là. Non, 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 non. Ça peut générer dans le truc, quand ça s'effiloche. Ça peut perdurer. Ça peut perdurer. Ça peut rester. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs causes pour la turbulence en air clair. Il y a plusieurs causes. Et conséquemment, c'est ce que disait Nourdine, c'est pour ça que c'est difficile de déceler et parce qu'il y a des histoires de gradient de température.
Ce qu'on appelle gradient de température, c'est donc des variations de la température, différentes de température sur distance, aussi bien en verticale qu'en horizontale. Il y a également des gradients de vent. Par exemple, quand on a un jet stream, il y a une coupure, c'est trop compliqué d'expliquer, mais il y a une coupure de la tropopause, etc. Et il y a une zone autour du jet stream où il y a de la turbulence en air clair. Là, c'est dû au frottement des différentes couches d'air qui ne sont pas exactement à la même vitesse, où le vent ne souffle pas exactement à la même vitesse. Et donc, entre ces différentes couches d'air qui soufflent à des vitesses différentes, il y a des petits rotors qui se constituent, et ça fait de la turbulence en air clair. Donc, vous voyez, il y a plusieurs causes. Donc, on essaye un petit peu de mettre au point des systèmes qui soient capables un peu de définir tout ça, de détecter plutôt tous ces changements de paramètres, et donc c'est assez compliqué. Oui, mais ce Autant phénomène, on a été capable de déceler très vite de faire des radars météo, autant pour ça c'est quand même beaucoup plus complexe au niveau de la mais, détection. mais ce phénomène, JB, ce phénomène n'a pas de dénomination. On parle de turbulence en air clair. Mais c'est l'effet. Oui, effectivement, il y a une Oui, turbulence. non mais parce que Mais justement il y a comme on plusieurs cite, causes. excuse-moi, juste une chose. On cite un cumulonimbus, stratonimbus, etc., etc., etc. Mais ce phénomène-là, est-ce qu'il a une dénomination, quoi, je veux dire? On appelle ça la turbulence en air clair, mais comme je viens de te dire, il y a plusieurs causes. Donc on peut pas, d'abord elle est en air clair, donc par définition elle n'est pas visible. Il faut donc aller profondément dans les paramètres de l'atmosphère à cet endroit-là pour voir quelle est l'origine. Et donc entre déceler un gradient de température et déceler un gradient de vent, c'est pas du tout les mêmes instruments qui vont permettre de le déceler. Voilà. Arrête quand tu es derrière un avion, et tant bien même ça traîne ses filoches, ça va rester dans l'area que tu vas traverser. Ça dépend à quel moment, quelle distance, si tu es au-dessus ou en dessous. Parce qu'il faut savoir que quand tu es derrière un avion, si l'avion est 1000 pieds au-dessus de toi, et il est à 15 nautiques à peu près, ou 20 nautiques, même 40 nautiques, tu vas recevoir cette turbulence, même si ça fait vite, ça, c'est filoche. Et quand on a ces traînées en vue de condensation de cet avion et cette turbulence, on fait un offset. Mais quand il est au-dessus, tu vois le filet descendre vers toi, comme ça. Ça vient pas comme ça. Tac. Parce que c'est comme ça, c'est une histoire de changement de température. D'ailleurs, vous disiez souvent aussi qu'il y a des avions qui ont plus de turbulences de sillage que d'autres. Vaut mieux pas être derrière un A380 ou un A350, paraît-il. Oui, mais bon, ça poserait problème surtout à l'atterrissage ou au décollage quand tu es derrière. C'est pour ça qu'il y a les 3 minutes. Quand le gars il vient décoller derrière un C'est ça. 380, là on va lui dire, en fonction de la turbulence de sillage, enfin de la turbulence de l'avion précédent, alignez-vous et maintenez et dites-nous quand vous serez prêt pour décoller. Bon, il se trouve que à l'approche, c'est encore plus flagrant quand on vient derrière des avions qui ont un fort vortex, qui met le 757. C'est-à-dire que c'est l'ennemi numéro 1 au niveau de turbulence de sillage. On approche parce que il génère une force tourbillonnante importante. Il peut même te faire, si tu es en virage de procédure, et si tu es choqué par ça. Il nous est arrivé en 67 de se mettre en position. On était en étape de base à Jeddah. Et il y avait un 757 qui était en finale, en 34 gauche. En étape de base, on a pratiquement presque fait des trucs bizarroïdes pour revenir. Et pourtant, c'était un 57 qui était devant. Et bon, le gars, il nous l'avait dit déjà. Il nous avait dit, attention, il y a 757. Mais il nous avait donné quand même l'autorisation de la procédure. Et bien, il te dit, il prend des gants, le contrôleur, en fonction du trafic précédent. Voilà le type d'avion. Vous êtes autorisé à l'approche. Et c'est pour ça que dans les approches, dans tous les pays du monde, enfin surtout qui font un contrôle rigoureux, dans la TIS, on va te demander d'annoncer le type d'avion.
C'est en fonction du type d'avion que les autorisations se font pour les approches. Justement, c'est pour faire des espacements. Voilà. Et Constance, Ouais, mais vas-y, il Mourad, vas-y. faut savoir que la turbulence de sillage, elle est liée directement à l'intensité des vortex Des en bout vortex. d'aile, donc des tourbillons marginaux en bout d'aile. Et donc, ces tourbillons marginaux sont d'autant plus importants que la différence de pression entre l'intrado, qui est sous l'aile, et l'extrado, au-dessus de l'aile, quand cette différence de pression est d'autant plus importante. Elle est d'autant plus importante que l'angle d'incidence est élevé. C'est-à-dire que c'est pour ça que la turbulence de sillage est très intense à l'atterrissage et au décollage, parce que l'avion est aux grands angles et donc avec un angle d'incidence donc important, donc un coefficient de portance important, et c'est ça qui génère des turbulences de sillage maximales. Maintenant, en vol en croisière, il y a le même phénomène se produit, même s'il est moindre en intensité, il n'en demeure pas moins vrai que le facteur vitesse est là pour continuer de jouer son influence, et que, comme le disait Nourdine, le passer dans le sillage d'un avion, un avion lourd en vol, ça reste aussi, ça génère une turbulence de sillage, une turbulence en air clair, qui fait partie des turbulences en air clair, mais c'est là qui est lié directement au trafic. Voilà. Regarde, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Spanish, 2 minutes, je clôture avec ça avant de passer chez toi. Spanish, justement, pour rappel, quand on faisait le transat, quand on allait à Montréal, il suffit qu'on prenait pratiquement une demi-heure de retard, et pourtant on partait avec un jet plane de telle heure. En partant, donc on a pris peut-être une demi-heure de retard, 3/4 d'heure. Toute la philosophie de cette turbulence va changer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à ces passages-là bien précis, il y a eu des avions qui sont passés. Et qu'à cette heure-ci, ils vont passer et donc ils vont générer de la turbulence de sillage. Mais vu qu'on est passé bien après, on va se dire, ah non, tiens, mais le jet plane, il donne 9 alors qu'il n'y a rien. Mais parce que tu as pris ou du retard ou un peu d'avance par rapport à ça. Et voilà pourquoi il va falloir absolument, dans un futur proche, trouver un supplétif à ça. Très intéressant, ouais. Très, très intéressant. Il faut trouver quelque chose, ouais. C'est vrai. Ah oui. Vas-y, Spanish. Span. Question. Ouais, pardon. Quand t'es captain 320 et que tu passes pour passer copie 330, ok? Tu passes copie 330, d'accord? Non. Tu passes captain 330? Oui. Ok. Alors, à qui incombe, je vais t'expliquer après pourquoi, à qui incombe la responsabilité du train d'atterrissage lors d'une simulation, entre guillemets, si le copie ne l'a pas descendu, l'alarme s'est mise à sonner et il a refait remise des gaz, il est parti et il a été ajourné. Qui est responsable? Le capitaine ou le copie? Le capitaine est Ou les deux? responsable. Mais bon, la responsabilité incombe au capitaine en tout lieu. De manière générale, ok. De manière générale. Maintenant, la sortie du train, que ce soit d'un côté comme d'un autre, incombe au PNF, au Pilot Not Flying. C'est lui qui va faire les actions sur commande du PF, du Pilot Flying, qu'il soit captain ou first officer. Donc, le gars, s'il a fait un truc comme ça et qu'il a été ajourné, il a été ajourné au Simu, ça, ou là? Ouais, en gros, c'est un Captain 320 qui voulait rentrer dans une compagnie, bon, je la citerai pas, on s'en fout, pour passer Captain 330. Et apparemment, le copie, il n'a pas descendu le train. Donc, l'alarme, elle s'est mise à sonner. Il a fait remise des gaz et ils l'ont ajourné. Tout à fait logique. Exact. C'est logique. C'est un équipage. C'est un équipage qui doit fonctionner. C'est tout. Ah, bah, les deux, ils ont. Bah oui. Les deux, ils ont été ajournés. Je vais Mais te du coup, dire, ma question. Spanish, je vais te dire une chose. Dans des incidents ou des accidents, dans des enquêtes accidents ou incidents, on va éventuellement reprocher à un copilote de ne pas avoir eu la capacité
de détromper le commandant de bord. Le commandant de bord a pris une mauvaise décision et le copilote a été incapable de le faire changer alors qu'il avait les moyens de le faire, il avait des documents lui permettant de convaincre le commandant de ça. Il lui sera reproché au copilote de ne pas avoir été capable de faire changer d'avis au commandant de bord. Pour te dire à quel point les Ça deux, check. pour te dire à quel point les deux sont impliqués. Ouais, je me doute, mais c'est parce que je parlais justement avec un capitaine tout à l'heure, qui me disait qu'il en avait marre du 320, mais qui venait de se faire bouler avec ça. Après, il me disait, bah écoute, c'est le jeu, hein, ni lui ni moi, parce qu'ils lui ont fait un truc quand même assez, ils lui ont pas fait un atterrissage tranquille avec zéro de wind, tu vois, ils lui ont fait un truc assez costaud. Il m'a dit Normal. j'étais concentré, j'ai pas fait attention mais donc du coup ma question, j'ai pas trop eu le temps de parler avec lui et puis ça le faisait chier, tu vois. Ça le faisait chier. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est quand même le copie, il a une checklist. Non, mais attends. Quand on pilote un avion, on est deux dans le cockpit. On est Ouais. deux. Si le commandant demande gear down et le copilote ne sort pas le gear down, il appartient premièrement au commandant de bord de vérifier que On le est gear d'accord. a bien été mis sur Ouais, down. on est d'accord. C'est comme quand tu appuies sur un bouton ou quand tu manœuvres un switch, tu ne fais pas que manœuvrer le switch, tu dois vérifier. Je mets l'APU en marche, je vérifie que l'APU a bien démarré. Ouais, le Et c'est cross-check, ouais, exactement bien la sûr. même chose. C'est Ouais, exactement mais la même chose. Voilà, c'est tout. Mais Hein. après, si tu veux, ma réflexion, au final, je me dis, elle est quand même dingue qu'un capitaine, quand même, il a quand même des heures de vol, le mec, tu vois. Après, peut-être, tu vois, comme quoi, encore, on revient sur les facteurs humains. Le stress, tu vois, tous ces trucs-là. Mais le train, quoi. Le train, Attends, quoi. Fabrice. Ben, nous, on a eu un collègue qui faisait des tours de piste avec un Fokker. Il faisait des tours de piste, machin, tata, engagé un, nana. Et à un moment, ben, ils ont oublié de sortir le train et ils sont posés sur le ventre. Hein. C'est tout, hein. Pour dire que ça peut se produire, et ben, mais ça devrait pas se produire. Hein, c'est tout. Oui, oui, mais moi, je trouve ça dingue. Voilà. Quand il m'a dit Ou ça, moi, Balek, j'étais. peut-être, Spanish, peut-être, commandant Ada Hassan, il voulait bouler le first officer, et il a fait exprès de faire la remise des gaz, là, pour dire, voilà, j'ai fait une remise des gaz, là, c'est un man, maintenant. Et finalement, Ouais. il s'est fait battre sur les doigts. C'est comme ça peut arriver aussi. L'ego, Peut-être. Bah, de toute l'ego. façon, il était obligé de faire la remise des gaz, puisque. D'abord, pour faire une remise des gaz, regarde, la remise des gaz est une procédure tout à fait normale à l'issue pendant une approche, quand le gars ne se sent pas prêt, qu'il n'est pas configuré Ouais. à l'atterrissage à mi-pied, etc., etc. Maintenant, le gars, il demande à 2000 ou à 2500 pieds gear down. La première des choses, comme dit GJB, c'est de vérifier visuellement, parce qu'il est en train de piloter. Il est sur un Ah oui, axe, oui. de voir le gear down. Il ne va pas attendre. Alors, 330, je vais te dire encore mieux, parce que tu m'as dit il a fait son civil sur 330. 330, De ouais. 2000 pieds, tout doit être vert au niveau de l'ICAM. Les trois lumières, ouais. Non, pas le train, pas seulement le train. Les Ah, écritures qu'il y a, la checklist, sign on, landing, tac, 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 no blue, landing, no blue, à 2000 pieds, landing, no blue, aucun item ouais, bleu. d'accord. Donc si le gars passe à Ah, côté du train qui n'est pas donc, il y a. il passe sur un côté de landing no blue, c'est qu'il n'a rien à voir sur 330. Il n'a rien à faire. Oui, on est d'accord. Donc, on parle au final, c'est pas un oubli, là, on parle de vraies lacunes, au final. Ou stress, Quand même. ou ce que tu mets ça sur ce que tu veux. Ouais, mais parce que ça Le fait fait, beaucoup. Enfin, le fait de se poser dans des conditions difficiles, c'est pour ça qu'on est payé. On n'est pas payé pour se poser, on n'est pas Captain Blue Sky. On est payé pour se poser dans les pires conditions. non, Ah, c'est c'est clair, tout. je suis Voilà, d'accord. c'est Mais tout. moi, Donc si je le me gars, questionne, tu vois, tu te dis, non mais ce si mec le est en gars, ligne, quoi. non mais ça veut Qu'il donc, soit sur non mais 330 ou attends, le gars, 320, il est en ligne. non mais attends, le gars il est en train de passer un check pour entrer dans une autre compagnie. C'est quand même un stress quand tu dois faire ce genre de truc là. Bon, il était stressé sur une machine certainement s'il est passé sur 330, une machine qui ne possède pas forcément, même si elle a beaucoup de similitudes certainement avec le 320 au Caucase. Bon, le gars, il a Pareil. un stress qui s'est développé,
qui diminue sa performance, bon, ben, il a démontré que finalement, sous stress, il n'avait pas encore le niveau pour passer, c'est tout, il avait pas fonctionné. Et c'est pour ça que quand on parle de TEM, par exemple, Threat and Error Mitigation, c'est justement ça. Maintenant, on forme des pilotes, non pas pour piloter, pour faire juste les procédures standards, normal et abnormal. On est là on demande aux pilotes d'être capable de piloter un avion dans les conditions les pires. Et quand on veut engager un commandant de bord sur 330 ou sur n'importe quelle machine, on va pas lui faire des conditions faciles. On n'est plus en qualif de type là. Hein. On n'est plus à travailler les procédures elles-mêmes. Hein, voilà. Ça, je l'entends, mais si tu veux, moi, je reste un peu quand même dubitatif sur le fait que, enfin, je trouve ça dingue. En gros, je pense que je vais pas dire du niveau parce que le niveau, il doit très certainement l'avoir. Mais encore une fois, ça prouve le stress, les facteurs humains, peut-être, voilà, à quel point ça peut monter parce que tu te dis là, c'est quand même un train d'atterrissage, quoi, tu vois, et que les deux, on sont passés à côté. Moi, j'ai eu un jour un copie suite à une panne. Le gars, je lui ai demandé de me donner la fréquence d'un VOR. Le gars, et quand je lui ai dit, bon, je voudrais la fréquence de tel VOR, et le gars, il avait pris la carte à l'envers. La Jepson, il l'avait mise à l'envers. Parce qu'il était stressé du fait on avait déjà perdu un moteur. Ouais. C'est tout. Donc, et le gars, par ailleurs, était un bon pilote. Mais bon, ben, il y a eu un moment, à l'instant T, le mec, il n'était pas dans les clous. C'est tout. Spanish, je vais te raconter une histoire, même à JB. Il y a un commandant de bord. Non plus, là, tu coupes. C'est lui qui coupe ou c'est moi? C'est toi, tu as une mauvaise connexion. Je vous entends plus, là. Tu as une mauvaise connexion. JB, mais tu es un surhomme, c'est incroyable parce que bon, le N-1, le copie prend la carte, il la prend à l'envers. Bon, quand même, bonjour t'as à une tous. certaine pression. T'as une certaine pression quand même. Oui. Et toi, tu remarques que le gars a pris la carte à l'envers. Ah bah oui, ça se voit tout de suite. Bonjour à tous. Parce Bonjour à que tous. t'es sous pilote automatique, tu contrôles ton avion. D'un seul coup, tu as une panne. Bon, tu es obligé. Sur cet avion-là, il fallait couper le pilote automatique parce qu'il tenait pas. Il n'était pas capable de tenir il contrôlait pas le yaw. Bon, donc tu coupes, t'as un moteur, t'es en pilotage manuel. Mais attends, le gars, tu lui dis la fréquence de tel VOR et tu regardes ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure à propos du train. Tu regardes ce qu'il est en train de faire. Si tu vois que le gars il tient la carte à l'envers ou qu'il n'a pas pris la bonne carte, ça doit te sauter aux yeux. C'est pas être un surhomme. Ça s'appelle situational awareness, c'est-à-dire vigilance environnementale. C'est tout. Voilà ce que ça s'appelle. On est tous les pilotes, on est formés à ça. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci beaucoup. Vous habitez où? Chez une copine. On est sur la terre. Elle était bonne celle-là, monsieur. On te pose des questions sur où tu habites et tout. Pour parler aviation, non? Vas-y. Tu as des questions? C'est pour rigoler ou là pour poser des questions? Enfin, bon. C'est bien. Il y en a un dans le quartier qui est un peu comme ça. Il fait bon dans sa tête. Il est un climatiseur. C'est pareil. Ça arrive. Bon, les gars, je pense que... C'est normal. Oui, parce qu'il fait chaud. On jette. Merci le chat. Merci JB. Merci Pilot. Merci Farid. Merci Maud. Merci David. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Allez, ciao. Have a good day. Merci à tous. Bye bye.